Dauphine, c'est ma casquette principale, et je suis associée à Paris 8 dans l'Institut d'études européennes. Voilà, donc... oui, je sais, j'ai envoyé plusieurs fois des mails de correction, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Bon, alors, je suis très très contente de participer à cette table avec toi. Je crois qu'on est dans une phase où il y a, et c'est un des objectifs de cette conférence, un besoin de mutualiser des travaux par rapport à des réalités mondiales et européennes en pleine transformation. J'adhère complètement à ton hypothèse qui me paraît bien meilleure que beaucoup d'autres façons de présenter les choses, à savoir de l'Union européenne comme forme originale et en construction. J'ajouterais à cette vision-là précisément des dimensions politiques, géopolitiques et évolutives non prévues pour aller un peu dans le sens de l'émergence, de ce qui nous a été présenté aussi dans un exposé antérieur ce matin, par Cédric Durand et Erasmi Kesharian sur le césarisme, ce qui est en train, plus ou moins dans la crise européenne, de se consolider, entre guillemets, avec beaucoup de difficultés, une espèce de, alors pour rejoindre ton utilisation du mot bureaucratie, en tout cas d'un césarisme bureaucratique, mais qui en même temps ne serait pas l'éclatement de l'euro, et qui se poserait, alors ça n'a pas été dit ce matin, mais je dis, dans le caractère bancal de la construction européenne, il n'y a pas simplement une monnaie sans budget, il y a une monnaie sans budget, mais aussi sans politique extérieure commune et sans armée. Et c'est précisément un des éléments sur lesquels l'Union européenne essaye de se construire aussi. Et il y a, entre guillemets, pas de notre point de vue, des avancées, donc au sens militaire impérialiste, que je voudrais souligner au travers des éléments qui ont été notamment le basculement, comme je l'ai dit aussi hier, le basculement qui est la fin du monde bipolaire, et par conséquent la dissolution, pour rejoindre un des éléments que tu traites, des blocs militaires qui auraient dû faire suite en 89-91. 91, dissolution du pacte de Varsovie, l'OTAN aurait dû se démanteler. Pourquoi ne s'était-il pas démantelé et comment ceci a interféré dans l'évolution de la construction européenne? On ne peut pas le comprendre indépendamment de ce qui se passe à l'Est. Bien. Alors, je reviens donc à mon sujet plus spécifique qui était intitulé, qui voulait utiliser un autre ensemble conceptuel qui me semble tout à fait complémentaire avec les concepts d'impérialisme du point de vue marxiste et qui me paraissent pouvoir se nourrir les uns les autres. C'est les notions de système monde capitaliste ou économie monde capitaliste introduit par Brodel, puis toujours par Wallerstein et utilisé pour décrire dès le 19e siècle, notamment en ce qui concerne le capitalisme, une organisation d'un système qui est une partie de la planète. Donc la notion de système-monde ne vise pas à décrire l'économie mondiale au sens descriptif, mais véritablement en tant que concept à décrire un système intégré où il y a une division internationale du travail qui passe au travers de relations de domination et de dissymétrie, où le capital financier, et dans le 19e siècle, il est fondamentalement basé sur la Grande-Bretagne et la France, il n'y avait pas de FMI. Le conditionnement du FMI, il passait par les crédits de la France et de la Grande-Bretagne. Donc le capital financier, confronté aux crises des pays dominants impérialistes, dans le concept Brodel, Wallerstein, c'est les pays du centre, impose au travers de leur relation avec des colonies ou des anciennes colonies ou des pays indépendants formellement mais dépendants financièrement et même politiquement, impose en réalité une division du travail qui, à l'époque, au XIXe siècle, était fondamentalement la production de produits manufacturés dans les pays du centre, la production de matières premières dans les pays
de la périphérie ou semi-périphérie. Je rappelle que la notion de périphérie dans ce concept n'est pas géographique, elle est analytique. La notion de périphérie décrivait des colonies, et la notion de semi-périphérie, qui est plus adéquate à un monde décolonisé, décrit, notamment en Amérique latine décolonisée dès cette phase-là, et dans d'autres périodes, dans d'autres régions du monde comme la Russie ou l'Empire ottoman, des relations de domination donc des pays du centre vers semi-périphérie, donc des pays qui ne sont pas des colonies, mais qui connaissent une industrialisation extravertie, dépendante des financements du centre, et y compris manu militari, avec la guerre de l'opium vers la Chine, avec les éléments de conflit sur le continent européen. Alors, l'intitulé de le centre de gravité de ce que je voulais développer, c'est que cette notion d'économie monde, avec donc des centres qui sont des centres impérialistes, capables de décider de leur politique économique, en quelque sorte, et détenant non seulement des États forts, mais en même temps issus des phases antérieures d'ailleurs de plusieurs siècles de mercantilisme pré-industriel, détenant des forces coloniales et néocoloniales. Donc la notion de centre-périphérie, décrivant donc ces rapports de domination des pays du centre impérialiste avec semi-périphérie, me paraît à la fois pertinente, mais devant être en même temps actualisée avec ce qui s'est passé depuis le 19e siècle, bien sûr. Alors, notamment, je ne le développe pas, ce n'est pas mon sujet immédiat, mais ce que tu as simplement évoqué, la décolonisation, venant après la Seconde Guerre mondiale, primo, qui modifie et qui crée des états développementistes et de résistance à la domination du centre, mais deuxièmement, les ruptures représentées par les révolutions utilisant les conflits inter-impérialistes entre pays du centre pour le contrôle des périphéries ou semi-périphéries, Première et Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les moments de rupture aussi révolutionnaires, la Révolution d'octobre, la Révolution chinoise et l'expansion avec à l'intérieur de ce mécanisme-là l'imprévu de la stalinisation, bien sûr, et de rapports spécifiques dans ce monde-là. Mais le fait qu'un tiers de la planète, si on arrive à la fin des années 80, échappe au strict contrôle des pays du centre capitaliste, alors que quasiment les 4/5, selon les statistiques données notamment par Jacques Ada, par exemple, au moment de l'entre-deux-guerres et le partage du monde issu des guerres mondiales, on a, notamment à l'issue de la Première Guerre mondiale, pratiquement 4/5 de la planète qui est contrôlée par les pays du centre sous une forme ou sous une autre. Donc il y a des transformations dans les rapports internationaux dans lesquels vient percuter ensuite le processus, au contraire, de réinsertion des pays se réclamant du socialisme dans la globalisation capitaliste après 89. Alors, mon sujet était de l'utilisation que l'on voit pratiquer de plus en plus de ce concept de centre et périphérie dans la description de l'Union européenne et dans la description des relations à l'intérieur même de l'Union européenne. Bon. Et moi, je voulais discuter de la pertinence de l'utilisation de ce concept pour une nouvelle périphérisation, je dirais, des pays d'Europe de l'Est dans la mondialisation capitaliste après 89, et en même temps les limites de cette conceptualisation appliquée à l'Union européenne. Voilà, donc ça c'était plus directement donc, mon sujet. Alors, en ce qui concerne l'Europe de l'Est, donc, qui est le centre de gravité pour l'éclairage, l'Europe de l'Est, donc, il n'y a pas une Europe unifiée au XIXe siècle, il y a bel et bien des relations centre-semi-périphérie, et l'Europe de l'Est, avec, disons, la Tchécoslovaquie qui est un petit peu dans une situation intermédiaire, mais fondamentalement est dominée par ces relations centre-semi-périphérie du point de vue du capital financier. Je n'entre pas dans le détail de ça, mais donc elle est dans une périphérisation, c'est-à-dire une industrialisation extravertie
et en ce qui concerne par exemple l'ex-Yougoslavie, elle reste à 80% agricole au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand la nouvelle Yougoslavie se met en place. L'industrialisation est très très concentrée dans les pays qui ont été proches de l'Empire austro-hongrois, et fondamentalement, ces relations centre-périphérie, semi-périphérie sont une des causes majeures des révolutions et des transformations, notamment en Europe de l'Est. Alors, quels que soient les concepts utilisés, qui ne sont pas mon sujet ici, donc très vite, la période du court siècle soviétique, quelles que soient les différences de stratégie, d'évolution, d'histoire, etc., a représenté pour les pays d'Europe de l'Est une rupture fondamentale jusqu'aux années 70, je dirais, par rapport au financement dépendant vis-à-vis du centre, donc avec une insertion à l'intérieur du Comecon dans des relations économiques échappant largement aux critères du marché mondial capitaliste et échappant largement aux critères, y compris de logique de marché au plan intérieur. Bon, quelles que soient les déformations, les rapports de domination partielle existants, il y avait fondamentalement des relations d'autarcie large des pays d'Europe de l'Est, par exemple, avec d'ailleurs des échanges où c'était plutôt l'Union soviétique qui fournissait les matières premières et les autres les biens de production, mais enfin, ce n'est pas mon sujet. Donc, je dirais, un système monde de type entre guillemets soviétique, qui n'est pas capitaliste et qui échappe à la globalisation. Alors, donc il y a un tournant avec 91. Mais là, l'Union européenne elle-même, donc je veux le souligner, et l'Europe de l'Est sont confrontés à la question de l'OTAN et de l'Union européenne. Et les pays d'Europe de l'Est sont confrontés au rapport avec la CE se transformant en Union européenne après l'acte unique, hein, bon, et en même temps au rapport aux États-Unis et à l'OTAN. Alors, je suis obligée d'aller très vite, mais il y a un vrai basculement avec l'unification allemande, et les bourgeoisies européennes ne sont pas du tout unifiées, pas plus qu'elles sont alignées sur les États-Unis. Il y a une présentation un petit peu simplificatrice aussi bien la CEE s'est construite en divergence avec l'orientation des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui voulait une zone de libre-échange, bon, primo, et même donc le gaullisme était une forme de résistance, y compris à la domination des États-Unis, et avec la chaise vide par rapport à l'OTAN, bon. Et en 89, il n'y a pas non plus la même politique des États européens, pour aller vite parmi les États dominants. Margaret Thatcher et Mitterrand n'ont pas la même attitude vis-à-vis de l'unification allemande, hein, et je dirais qu'il y a un pôle États-Unis et Grande-Bretagne qui cherche à incorporer l'Allemagne dans un processus de contrôle via l'OTAN, et donc où le maintien de l'OTAN va être déterminant après l'unification allemande, et et la France, au contraire, la France du Mitterrand numéro 2, c'est-à-dire après le basculement vers le social-libéralisme et la construction européenne après le tournant libéral de 83, l'acte unique négocié par Delors, et face à l'Allemagne, la volonté d'insérer l'Allemagne, ce que j'ai dit hier soir, dans la monnaie unique. Et donc sous l'aspect économique, et donc du renoncement au Deutschmark. Alors, mais il y a entre-temps, en 91, dissolution du pacte de Varsovie et crise yougoslave. Et la crise yougoslave, ça a été le vecteur, le moyen pour les États-Unis de peser sur la construction européenne et sur l'évolution des rapports à l'OTAN. En 91, il y a exploitation de la crise en Bosnie-Herzégovine, la guerre en Bosnie-Herzégovine qui va durer de 92 jusqu'à 95, puis en 99, vous allez avoir la question de la première guerre de l'OTAN au Kosovo, et entre-temps, l'expansion des bases militaires des États-Unis en Europe de l'Est,
et l'insertion des pays d'Europe de l'Est dans l'OTAN bien avant d'être insérés dans l'Union européenne. Et donc entre 89 et 99, les pays d'Europe de l'Est sont confrontés à quelles institutions de la mondialisation capitaliste et impérialiste? D'abord le FMI et la Banque mondiale et l'OTAN, enfin les États-Unis et les dimensions militaires, et secondairement la Commission européenne, l'Union européenne et la CEE étant beaucoup plus centrées vers l'absorption des pays du Sud que vers une imprévue absorption des pays d'Europe de l'Est. Et l'essentiel de l'élargissement à l'Est, ça a été l'unification allemande. Alors, sous compétition, alors il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui étaient neutres par rapport à l'OTAN, qui ne faisaient pas partie. Et l'Union européenne essaye de mettre en place vaguement des institutions militaires, elle n'a pas de politique étrangère, etc. Et qu'est-ce qui se passe après 99, donc pour aller très vite, donc il y a d'une part la gestion de la crise balkanique qui consolide premièrement une insertion non votée par les parlements, non contrôlée, non discutée des pays de l'Union européenne dans la première guerre de l'OTAN. Deuxièmement, une gestion euro-atlantique de la crise balkanique et une présence de plus en plus sur le terrain, à la fois institutionnelle et politique, donc une périphérisation militaire, économique et institutionnelle des pays d'Europe de l'Est et des Balkans par l'Union européenne et l'OTAN. Mais parallèlement, il y a la transition pacifique. Et la transition pacifique, les critères mis en place par la Commission européenne à partir de 1993, c'est les critères d'adhésion. Et les critères d'adhésion à l'Union européenne sont l'équivalence, pour aller vite, mais c'est substantiellement vrai, des critères de politique d'ajustement structurel du FMI. Donc la Commission, il y a l'officiel et la pratique. Dans la pratique, ce que la Commission européenne impose dans un processus de périphérisation, de subordination de leurs choix aux pays de l'Europe de l'Est, c'est les privatisations forcées, c'est le désengagement social des États, c'est le démantèlement total donc de toutes les protections sociales et avec comme objectif une force de travail réduite à une marchandise et donc en destruction de tout ce qui pouvait être les formes autogestionnaires ou pas autogestionnaires, impures de propriété. J'entre pas dans le détail de ces impuretés, mais qui étaient des formes de protection sociale et de formes de propriété radicalement contradictoires avec une logique de compétition marchande. Et dernier élément à mettre dans le panorama, les négociations internationales de l'OMC et le GATS. Le GATS, c'est-à-dire sur les services, se traduit notamment par la libéralisation des services financiers. Or, les privatisations forcées en Europe de l'Est, avec quelle monnaie peuvent-elles être faites? Il n'y a pas eu, à cause de la nature de ce qu'étaient ces pays-là et l'absence de possibilité d'accumuler le capital dans ce type de société, il n'y avait pas l'argent pour privatiser. Et par conséquent, dans la phase des années 90 des privatisations forcées, vous avez eu deux scénarios des privatisations. Donc avant la libéralisation des services financiers. Un premier choix fait uniquement par la Hongrie et par l'Estonie. C'est de vendre les meilleures de leurs entreprises au capital étranger. C'est pourquoi l'essentiel des capitaux étrangers, des investissements directs étrangers sont d'abord allés vers la Hongrie notamment. Mais tous les autres pays ont choisi de garder le contrôle des privatisations pour eux-mêmes et n'ont pas voulu vendre les entreprises au capital étranger et ils étaient confrontés aussi à une forme de légitimation des privatisations aux yeux de leur population. Et ils ont vendu ce qu'on appelait les privatisations de masse, c'est-à-dire la distribution gratuite d'un actionnariat populaire sans argent, le reste étant contrôlé par l'État. Ce qu'on appelait privatisation, c'est un vrai contrôle par un nouveau type d'État, plus des privatisations sans argent. Ceci pendant la décennie 90. Et à la fin de la décennie 90, pendant la décennie 2000, nouvelle phase. Nouvelle phase où, fondamentalement, il y a la privatisation des banques. Et l'intégration et la périphérisation de l'Europe de l'Est se fait outre les mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure de la présence militaire, de la présence des institutions Banque mondiale, Fonds monétaire, Commission européenne qui dictent les orientations, l'intégration financière.
Cette intégration financière, elle ne passe pas fondamentalement par les marchés qui sont marginaux, mais par les banques. Et il n'y avait pas de banques privées. Il n'y avait pas de banques privées. Donc la création des banques privées, avec la transformation de la monnaie en marchandises et la transformation de l'argent en capital, s'est traduite par le fait que, je dois terminer, donc c'est traduite par le fait que à plus de 80%, quelque chose de, je crois, sans précédent historique, plus de 80% des banques commerciales, des banques privées de l'Europe de l'Est sont des banques ouest européennes, ce qui a donné d'ailleurs à la crise de 2009, dont on ne parle jamais en Europe de l'Est, une dimension très très spécifique où, je n'ai pas le temps de le développer, j'ai écrit un article vers un tsunami bancaire et social en Europe de l'Est en 2009, pour évoquer ce processus de début de retrait des banques occidentales d'Europe de l'Est, sauf que ce tsunami n'a pas eu lieu. Et pourquoi il n'a pas eu lieu? Et je termine sur ça pour montrer les ouvertures sur une incertitude concernant toute l'Union européenne, concernant son système bancaire. Dans la coulisse, parce que j'ai eu du mal à le découvrir, eh bien, il s'est mis en place ce qui s'appelle l'initiative de Vienne. L'initiative de Vienne numéro 1 en 2010, qui est une initiative de coordination de toutes les institutions bancaires mondiales. FMI, la BERD, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et toutes les grandes banques impliquées dans l'Europe de l'Est pour essayer d'éviter précisément le retrait des filiales d'Europe de l'Est. Mais cette initiative de Vienne numéro 1 n'a pas empêché des récessions majeures et plus fortes dans l'Europe de l'Est que dans l'Europe occidentale, et une incertitude tellement grande que la BERD, dès 2011, demande la mise en place d'une deuxième initiative de Vienne, qui s'est mise en place et qui est en train de fonctionner actuellement pour essayer d'empêcher une nouvelle crise dans cette zone-là. Donc voilà, la semi-périphérisation. Donc j'ai pas eu le temps d'argumenter, j'y reviendrai dans la discussion. Pourquoi néanmoins ce critère de périphérisation n'est pas suffisant pour décrire l'Union européenne à mon avis, mais elle est au moins nécessaire sous cet angle. Voilà. Merci à Catherine. On va passer à